Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Je suis Cindy Honnet et je reçoa aujourd'hui Aurélie Ronfaux, directrice de création, styliste, designer, fondatrice du bureau de style Tilu et du bureau de création Greenmood, spécialisé en éco-art de vivre et éco-design. Aurélie est une entrepreneuse curieuse, créative et passionnée qui gère de front de multiples projets. Elle a récemment lancé Mon arbre pour la vie, qui a vu le jour suite à son expérience personnelle de la PMA, procréation médicalement assistée. Pour accompagner ce parcours très médicalisé, elle a souhaité créer de jolis outils pour aider les femmes et les couples à transformer ce vécu spécifique en un beau chemin de vie, constructif et positif. Aurélie nous raconte aussi son parcours scolaire, l'évolution de son positionnement professionnel et la place du développement personnel dans sa vie. Une interview très riche et inspirante qui pose un regard profond sur l'entrepreneuriat et le parcours de vie. J'ai fondé en 2010 un bureau de style et de design en tant que directrice de création, designer et styliste. Je travaille exclusivement en B2B et mon travail consiste à accompagner des marques à définir et développer leur image de marque. B2B, ça veut dire que du coup, tu ne travailles pas pour des particuliers, mais uniquement pour des entreprises et des marques. C'est ça. En fait, je savais depuis très longtemps ce que je souhaitais faire. Alors, pas forcément le métier comme je le fais aujourd'hui, parce que je pense que quand on est jeune, on n'a pas forcément d'idée. Mais par contre, je savais que je voulais travailler dans la création. D'accord. Au sens large. Ma mère est prof d'art plastique, donc on a toujours fait des choses très manuelles, des expos, etc. Donc, dès la troisième, j'ai été dans une espèce de démarche de concours et de pression pour rentrer dans une filière que j'avais envie. Et je n'ai pas été prise. Donc du coup, petite déception. Mais finalement, je me suis retrouvée donc, en bac L, Histoire des Arts. Et alors, sans regret, pour l'ouverture d'esprit et puis la culture générale, au final, c'était très bien de partir en un petit peu plus général. Mm-hmm. J'ai eu mon bac. Donc du coup, sans faire ce bac STI, il fallait passer par une mise à niveau d'art appliqué, donc qui s'appelle MANA. D'accord. Et donc, j'ai intégré une école qui est à Montaigu pour faire une année de mise à niveau, où là, pendant une année, en gros, tu fais les 3 années de lycée d'art appliqué. Donc, tu explores tous les secteurs de l'art appliqué, l'espace, l'objet, le volume, le graphisme, le textile, et puis tout ce qui va être théorie et culture générale. D'accord. À la suite de ça, je rentre en BTS à l'école Duperré à Paris, qui était un BTS design de mode et environnement option mode. Donc là, avec l'envie de me spécialiser un peu plus sur tout ce qui touchait le textile, la couleur et la matière. Après le BTS, je me suis retrouvée en licence design d'espace et environnement à la Sorbonne, donc qui était une licence un peu plus théorique, mais ça m'a énormément apporté sur tout ce qui est stratégie créative, méthode de travail, donc ce qui fait une partie de mon métier aujourd'hui, donc sans regret. Donc une année super. Ensuite, je me suis dit, avant de trouver un métier, je pars 6 mois à Londres pour perfectionner mon anglais afin d'être plus apte à démarrer une vie professionnelle. Ouais, très bien, ouais. Mais ça a fonctionné du coup pour l'anglais ? Super. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et puis bon, il suffit que je m'y remette un petit peu et puis ça revient, quoi. Et ça revient, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment une chose à faire, je trouve, avant de se lancer dans la vie professionnelle. C'est les meilleures façons d'apprendre une langue. Ouais, et puis c'est hyper enrichissant. Hein. Enfin, c'est juste à côté, hein, l'Angleterre. Donc, et voilà. toi, alors, du coup, à la fin de tes études, à quel moment tu as créé ton entreprise ? Alors, j'ai compris que tu avais fait du salariat. C'était avant ? Alors du coup, je suis revenue de Londres, dans l'idée de trouver un boulot de salarié parce que effectivement, je savais que je voulais être indépendante depuis très longtemps. Okay. Mais par contre, je savais aussi que j'avais besoin d'une expérience de salarié avant. Je sais pas pourquoi, peut-être mon côté hyper pragmatique et puis c'est pas que j'avais peur parce que c'était vraiment une envie, mais je me suis dit il y a des choses que je vais acquérir en entreprise que je pourrais pas toute seule. Enfin voilà, je vais peut-être gagner du temps, je vais voir les choses autrement. Donc j'ai cherché un travail et là j'ai postulé à une offre de stage chez Cop Copine, qui était une marque, qui est toujours une marque de prêt-à-porter féminin que j'adorais à l'époque. Et donc, je postule à cette offre de stage. Je montre que je suis hyper motivée, mais que je peux pas faire de stage. Et donc, du coup, parce que mes études sont finies depuis longtemps, en tout cas depuis plus de 6 mois. Et en fait, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais j'ai obtenu un CDI avec une période d'essai à la place du stage. Ouais, super. Enfin, ouais, j'étais super contente. Alors, pas forcément pour le CDI,
parce que ça n'a jamais été un truc qui m'a fait rêver. Mais bon, pareil, quand tu dis que tu as eu ton CDI à tes parents, à ta mamie, tout le monde est « Ah, c'est génial !» Ouais, tout le monde est content quand même. Voilà, Surtout quand c'est le premier job. C'est ça. Donc du coup, non, très bien. J'ai fait presque 4 années chez Copcopine, dans une petite équipe créative où tout se passait à Paris. J'ai énormément appris. J'avais une super directrice artistique que je considérais presque comme ma mère. Donc, avec le recul, c'est un peu une erreur parce que trop d'affectifs en entreprise, je pense que c'est pas forcément bon, surtout pour une première expérience. Mais bon, peu importe. En tout cas, on s'entendait hyper bien, ce qui est super pour la créativité et pour l'interprétation des idées. Et puis, au bout de 3 ans et demi, presque 4, en fait, tout devient super facile. C'est un univers que je maîtrise, que j'aime. Et du coup, envie de changement, envie de challenge. Et donc, j'en reviens à mon idée de départ. C'est parti, c'est maintenant que je dois me mettre en freelance. Pourquoi aussi le bon moment ? Parce que j'avais un salaire correct, mais ça reste un premier job. T'es jeune. C'était quand même un stage à la base que j'ai négocié en CDI, mais bon, j'avais pas forcément de comparatif de salaire, mais c'était pas, j'étais au-dessus du SMIC, mais c'était pas non plus sans cesse. Ouais. Et donc, c'est le moment de, c'est le moment de partir. T'es pas attaché à un salaire mirobolant. Et l'idée de te mettre en indépendante était toujours dans un coin de ta tête de toute façon. C'était ton projet initial. Ah oui, ouais, c'est ça. C'était mon projet initial et effectivement, après, c'est de trouver le bon moment. Donc, j'ai préparé mon départ pendant 6 mois. J'ai travaillé mon site internet. J'ai un petit peu parlé autour de moi du fait que j'allais me mettre à mon compte à un moment, mais sans trop dire quand. Ce qui fait que les gens avec qui je travaillais à l'extérieur de l'entreprise, les fournisseurs, etc., il y en a certains qui m'attendaient. Ça, c'était chouette. Et puis du coup, l'aventure de l'indépendance commence fin 2010. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans. Fin 2010. Et alors, à ce moment-là, déjà, tu crées ton site internet toi-même ? Oui. Pour le coup, là, ce qui était bien aussi, c'est que j'avais des choses à montrer. Alors même si c'était au sein de Copcopine, mais en fait mon poste chez Copcopine a été assez diversifié. J'ai lancé la gamme d'accessoires qui n'existait pas à l'époque. J'ai travaillé le motif, j'ai travaillé l'image de la marque avec le bureau de com pour les shootings. Enfin, en fait, j'ai fait énormément de choses et donc j'avais un panel de prestations à montrer qui était hyper intéressant. Et Copcopine était toujours très admirée à l'époque. Et donc, du coup, chez les concurrents, c'était... moi, je l'ai ressenti vraiment comme un atout de sortir de cette marque. Oui, si, une très belle carte de visite, c'est sûr. Hein. Et alors, comment tu as appelé ton studio de création ? Alors, mon premier studio de création, du coup, c'est un bureau de style et de design, Tilou. Donc, THILUU. On me demande souvent pourquoi. Alors, c'est mon deuxième prénom. C'est tout simple. Et là, à l'époque, j'avais pas encore toutes ces notions de naming. J'avais envie de me mettre à mon compte, mais pareil, sur le positionnement, je le savais, mais comment le nom a un impact sur les clients, etc. Ça, j'avais pas encore mené la réflexion. Donc, j'avais pris mon deuxième prénom parce que c'était mon regard créatif et ma sensibilité, et voilà. Puis un prénom, en tout cas, qui est exotique, qui fait voyager, qui fait appel quand même à l'imaginaire. Ouais, c'est ça. Et après, alors les gens te le diront pas ou le verront pas, mais c'est vrai que je pense que dans mon travail, j'ai quand même une influence qui est consciente et inconsciente, très liée à la vie, à la nature, etc. Donc je pense que ça se ressent un petit peu. Oui, on voit même dans tes illustrations, c'est très végétal. Enfin, il y a comme ça des choses qui ramènent pas mal à la nature, ouais. Ouais, tout à fait. Ça a été facile de te lancer, trouver des clients. Tu avais déjà un peu posé les jalons avec les fournisseurs. Comment tu as fait pour décrocher tes premiers clients ? Mes premiers clients, c'était effectivement les gens, donc mes fournisseurs. Ça a été aussi Copcopine. Je suis partie assez vite parce que j'ai pas pu faire de convention à l'amiable. J'étais sûre que je voulais partir, donc j'ai démissionné. Chose qui a un petit peu perturbé leur organisation, mais en même temps, ils avaient eu tellement de départs aussi juste avant que je pouvais pas partir à l'amiable. Mais par contre, ils ont compris et puis j'ai essayé de faire les choses bien et en fait, on a continué ensemble en freelance sur la gamme accessoires justement que moi j'avais développée. Parce qu'en partant, du coup, ils n'avaient plus personne sur ce côté-là. Donc, j'ai continué de le développer avec eux, peut-être pendant un peu moins d'1 an. De rien, ça permet quand même de se lancer sur une année. Et puis après, les 2-3 que j'avais un petit peu travaillé avant et qui savaient que j'allais me monter à mon compte. Et puis après, le bouche à oreille. Qui est venu assez rapidement. Mais qui est venu assez rapidement et aussi parce que, alors ça c'était la première année où je me suis mise à mon compte, j'étais encore à Paris et après je suis partie sur Lyon.
Le fait de déménager m'a ouvert encore d'autres champs des possibles et d'autres réseaux. Et je pense que, alors ça a été du bouche à oreille, mais aussi tout simplement, d'autres réseaux et d'autres rencontres qui ont fait que j'ai trouvé des clients comme ça au fur et à mesure. À une époque aussi, alors je crois que c'était l'époque quand même où je répondais pas mal à des offres d'emploi, mais en disant que j'étais disponible en freelance. Donc je ne sais pas le nombre qui a fonctionné comme ça, mais mine de rien, ça te fait rencontrer et parler avec des gens, et puis de fil en aiguille, ça t'envoie vers autre chose, etc. C'est une bonne technique, ça à faire, effectivement. Ouais, alors et c'est vrai que maintenant je le fais plus du tout. Alors l'avantage que j'ai, c'est quand même d'être à la base dans le milieu du textile et du stylisme. Et en fait, on a un magazine en ligne là où il y a des offres d'emploi tous les jours dans ce milieu-là. Il s'appelle comment ? C'est Fashion Mag. D'accord. Et donc je répondais vachement par le biais de cette plateforme. Aujourd'hui, je le fais plus, mais je regarde quand même de temps en temps. Enfin, tu vois, Oui, tu jettes un œil, tu fais une petite veille pour voir un peu ce qu'il y a. Ouais. Est-ce que l'entrepreneuriat, en tout cas dans les premiers temps, a été à la hauteur de tes espérances, quoi ? Puisqu'apparemment, tu voulais travailler en indépendante, créer ton projet. Est-ce que ça a correspondu à la vision que tu t'étais faite du freelance ? Oui, complètement. En fait, je n'ai jamais été déçue et j'ai toujours aucun regret. C'est ce que je dis aujourd'hui. Je crois que ça serait difficile de retourner dans le monde de l'entreprise. Mais je reste pas complètement fermée non plus. C'était en adéquation avec ce que j'attendais. Après, je sais pas si on en attend vraiment quelque chose. Enfin, on en attend des grandes lignes. La liberté de créer, la liberté de son emploi du temps. Donc ça, oui. Après, il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas, effectivement. Toute la gestion de l'entreprise derrière, la compta, le relationnel. Donc tout ça, on n'imagine pas forcément. Mais en même temps, quand ça arrive, en fait, moi, je me suis toujours dit, ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où tu le fais avec conviction, détermination, parce que tu as un but et un objectif, en fait, ça passe carrément. Et puis ouais, ça fait partie du job. Oui, puis c'est pas forcément la partie la plus désagréable, quoi. Même le réseau, rencontrer les gens, etc. C'est partie sympa, parce que c'est pas comme quand t'es salarié, en fait. Les gens que tu rencontres, t'es libre de te présenter tel que tu es, tu représentes pas une entreprise. Enfin, c'est toi ça peut même donner de vraies relations, des amitiés. Ouais, tout à fait. Et puis c'est riche. En fait, tu rencontres plein de gens différents. Tu as quelque chose à leur apporter ou pas, mais dans tous les cas, on a toujours quelque chose à apporter, même si c'est pas professionnel. Donc ouais, c'est enrichissant. Puis après, je sais pas si tu as mis le statut d'auto-entrepreneur existait déjà ou pas ? Si, ouais. Il existait, je crois que c'était le tout début. D'accord. Donc effectivement, j'ai démarré en auto-entrepreneur et puis après j'ai basculé à la Maison des Artistes, qui est un autre statut encore un peu différent. Mais oui, le statut d'auto-entrepreneur pour démarrer, génial. Oui, parce que ça simplifie quand même beaucoup les démarches. Enfin, c'est pas la prise de tête. Avec le recul, à l'époque, je connaissais pas tout ce qui était pépinière d'entreprise. Ah oui. Tout ce qui était un peu... Alors, incubateur, c'est plutôt pour les startups et les projets, mais toutes ces dynamiques d'accompagnement en fait de quelqu'un qui se lance. Alors je sais pas si c'est que je connaissais pas, si c'est que j'étais trop jeune ou si c'est que ces dernières années ça a augmenté. Oui, ça s'est vraiment développé, je crois. Marc, ça a commencé en 2010. Voilà, c'était les tout débuts. Voilà, mais bon, du coup, la jeunesse plus le début. Enfin, moi, je suis passée à côté, et c'est vrai que maintenant, en connaissant tout ça, parce qu'après, on apprend. J'aurais aimé, je pense, avoir une structure comme ça d'accompagnement. Ouais. J'aurais pu faire les choses autrement. Mais bon, après, encore une fois. Ça t'a pas empêché de développer ton projet. Ouais. Pour l'époque, je pense que c'est vrai qu'il faut le remettre dans le contexte. Ça fait un peu vieille quand on dit ça, mais c'est vrai que je pense que pour l'époque, il faut faire avec les moyens. Et puis, ça m'a jamais empêché. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, en connaissant ça, je m'en sers autrement, en fait. Aujourd'hui, sur quel type de projet tu travailles essentiellement ? Effectivement, ça a évolué. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais mon premier bureau de style et de design, c'est Tilou. Et en fait, en 2017, j'ai créé un deuxième studio de création qui s'appelle Green Moods. Alors, c'est un deuxième, mais en fait, c'est un peu la continuité de Tilou, mais j'avais envie d'affirmer différemment mon métier et mes prestations de service. Donc, je fais exactement la même chose, Toujours, ah oui, ça, j'ai pas précisé tout à l'heure, le domaine, mais bon, tu l'as dit, le textile, etc., c'est le grand domaine des arts de vivre pour moi. On va dire tout ce qui est beau et bon, je ne fais pas du tout d'institutionnel.
Donc, depuis 2017, par des changements de vie aussi perso, tournés vers le zéro déchet, etc., j'avais envie de concilier ma vision pro avec mon mode de vie. Et donc, j'ai créé Green Moods. Et là, j'ai respécialisé en parlant d'éco-art de vivre. Donc, en fait, c'est toujours l'art de vivre, mais maintenant, mon souhait, et puis ce que je fais, c'est d'accompagner des entreprises qui ont l'ambition d'apporter des solutions positives à notre société. Parce que, on est dans une période qui est quand même pas évidente, qui ont une volonté d'éco-responsabilité et d'éthique engagée et solidaire derrière eux, qui ont envie de se poser des questions. Pas d'être irréprochable à 100% parce que je pense que c'est impossible, mais qui ont envie de faire leur part de manière équilibrée et raisonnée eux aussi. Et moi, je les aide à travers Green Moods maintenant. En plus de mes compétences, je les aide à se poser ce type de questions. Donc là, on va pouvoir parler d'éco-design, de conception responsable, et de pas faire les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on a appris à les faire, mais à savoir est-ce qu'elles sont utiles, à quoi elles vont servir, par rapport aussi à la planète, à l'environnement. Voilà, donc en fait, tu apportes une dimension supplémentaire et tu t'inscris plus dans l'écosystème en proposant des solutions peut-être plus développement durable, écologie et qui vont dans le bon sens, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est impossible de le dissocier de ma vie perso. Et concrètement, j'ai un client qui vient et qui me dit je sais pas, moi je souhaite monter une marque, on va faire fabriquer en Chine. Alors, j'ai rien contre la Chine, ça peut être complètement justifié, mais on va faire fabriquer en Chine, dans des ateliers que je ne connais pas, sans savoir qui, avec des produits toxiques et machin. Je le sais, mais j'ai pas envie de changer. Je dis non, c'est pas moi qui vais vous accompagner, quoi. Parce que c'est vrai que tu travailles pas de la même façon quand tu es complètement en phase avec le projet ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mes convictions sont forcément retranscrites aussi dans la détermination et dans le cœur à y mettre dans le projet, en fait. Alors, il y a les porteurs de projets qui sont mes clients, c'est leur bébé, etc. Mais moi, je leur dis, la période où on travaille ensemble, c'est presque mon bébé aussi, quoi. Donc, le but n'est pas que je me l'approprie et qu'on fasse un transfert, un transfert d'appropriation. Ça reste leur bébé, mais je suis là à 100% comme si c'était pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un vrai partenariat aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était un peu la nouveauté 2017, mais pareil, ça commence à remonter. Donc le studio de création c'est Green Moods et devant, donc là pour tester une autre méthode de communication de mon côté, il y a un blogzine en fait. Quand on va sur Green Moods, la vitrine est un blogzine qui s'adresse au grand public. Et moi, ça c'est parti d'une frustration par contre que j'avais dans le milieu entrepreneurial B2B, c'est qu'en fait, j'apprends énormément de choses. Je vois beaucoup de choses très positives aussi. Mais en fait, ça restait entre moi et moi et mon client. Et quand je parlais avec des amis ou des gens autour de moi, à chaque fois, on me disait, mais toi, t'es au courant, mais toi, tu sais si, etc. Et je dis, oui, mais en fait, il suffit de s'ouvrir au monde et on se rend compte qu'il y a plein de choses positives. Il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai que ma facilité, on va dire, c'est que ça fait partie de mon travail de faire ce genre de veille. Donc, je me suis dit, je vais le partager. Comme ça, je vais le partager. Moi, ça me donne un exercice pour le formuler d'une manière bienveillante et de donner des pistes. Ça me permet de diriger aussi un petit peu la veille que je fais. Et puis, c'est une vitrine. Ça me permet de crédibiliser mon point de vue et mes connaissances. Tu mets en avant des marques que tu découvres pendant tes veilles, qui ont les mêmes valeurs que les tiennes, quoi. Effectivement, je vois des marques qui m'intéressent, mais j'essaye de trouver un sujet qui soit plus général pour se faire questionner sur un mode de vie. D'accord. Par exemple, exemple concret, la mobilité est un sujet qui m'intéresse énormément, la mobilité douce et alternative. J'ai effectivement repéré plein de marques de vélos, de casques, de protection de pluie qui sont utiles au quotidien. Et en fait, je vais en parler, mais derrière le sujet, changement de mobilité en fait. Tu vois, c'est pas juste je vous présente la nouvelle marque qui a sorti un casque super sympa en fibre de bambou ou je sais pas quoi. De la même manière dont je travaille avec mes clients, c'est à mon sens le plus important, et même dans sa vie perso, c'est de se poser des questions. De pas rester buté sur un point de vue et de toujours se dire qu'il y a différentes manières de faire. Donc de rester ouvert en permanence sur tout ça, d'être dans la bienveillance évidemment, dans la tolérance et c'est ça que j'ai envie d'amener. Et du coup ça se retranscrit aussi dans ma méthode de travail.
C'est bien accueilli par tes clients, justement, ce nouveau positionnement qui est quand même très engagé. Ouais, c'est assez bien accueilli parce que dans tous les cas, ceux qui viennent vers moi, ils viennent pour ça. Le fait de se spécialiser, ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris avec le temps. En 2010, la fougue de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, et en plus dans la création, on se dit, on peut répondre à tout en fait. Voilà, moi j'ai envie de travailler pour tout le monde, c'est génial, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai appris que la spécialisation, finalement, c'est ce qui fait ta spécification. C'est ce qui te démarque des autres aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qui te démarque. Et donc, au final, plus le temps a avancé et plus j'ai resserré ma cible. Tu vois, je suis partie du général, j'ai resserré aux arts de vivre, en affirmant vraiment le textile, le style, le produit, la maison. Ensuite, j'ai resserré sur l'éco-art de vivre. Et maintenant, je le resserre sur, en plus de ça, sur tout ce côté collaboratif, relations humaines, etc. Donc, ceux qui viennent vers toi, en fait, ils viennent en se disant « Ah ben, celle-ci, elle est experte dans ce qu'elle propose ». Parce qu'en fait, je l'ai presque vu nulle part. Les prestataires qui se spécialisent dans le développement durable, de toute manière, il y en a quand même beaucoup, en tout cas sur Bordeaux, communauté qui est très sensible à ce sujet. C'est super, hein. Ouais, c'est vraiment super bien. Donc, il y a même des réseaux d'entrepreneurs éco-responsables qui se montent en affirmant vraiment ce côté-là. Donc, ce qui est génial. Ouais, dans le numérique aussi, ça se fait beaucoup. Oui, voilà, ouais. Exactement. Comment faire du numérique responsable, ce qui est compliqué. Voilà, en essayant de polluer le moins possible et puis aussi en faisant un petit peu de pédagogie pour faire comprendre aux gens que ça a un impact énorme au niveau des émissions de CO2 et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et je pense que quand on affirme ce positionnement de c'est une conviction qui est globale du coup. Les clients ou les futurs clients qui viennent vers toi, ils savent que il y a déjà une certaine confiance qui se met en place en fait. Oui, puis il y a un partage de valeurs à la base qui est importante aussi. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a un projet dont tu aimerais parler plus particulièrement, dont tu es plus fière ou qui te tient à cœur Ce dont je suis plus fière, c'est compliqué parce que à chaque fois c'est des domaines qui sont très différents, mais là il y a notamment une marque de mode que j'accompagne depuis presque 2 ans maintenant, dont je suis assez fière, qui est la marque Maison Mix Mélo, qui est une marque de mode éthique et engagée, créée par Fatimata et avec qui j'ai travaillé avec Amandine Lantelme d'ailleurs. D'accord, oui, que j'ai interviewé dans le podcast. Ouais, exactement, que j'avais écouté d'ailleurs très bien. Donc on a beaucoup travaillé ensemble avec Amandine et c'est vrai que cette marque, elle avance, on avance avec elle et c'est ça qui est hyper intéressant. Et Fatimata est une entrepreneure qui est très déterminée, très pragmatique, elle n'a pas peur de foncer et pourtant le textile, c'est quand même très très dur. Mais voilà, donc ça c'est une marque où je la pousse à y aller et je sais que c'est compliqué, mais voilà, j'espère beaucoup de bonnes choses pour elle. Et puis après, il y a un autre projet, là, du coup, qui effectivement me tient énormément à cœur, qui s'appelle Mon arbre pour la vie et qui est en fait tiré de mon histoire personnelle, qui m'a amenée à imaginer 2 produits innovants qui n'existent pas sur le marché pour créer une marque. Alors là, je rebondis un petit peu avant de vous préciser ce que c'est. C'est que j'ai toujours donc été prestataire de services, et mes studios de création, ça tu l'as compris. Et moi, on m'a toujours dit mais pourquoi tu montes pas ta marque ? Et en fait, j'avais pas du tout envie. Moi, je disais, ce qui m'intéresse, c'est de faire naître les projets, pas forcément de les faire vivre dans le temps. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette phase de construction en amont, de mettre en place des fondations qui vont faire que la marque, elle va être stable et solide. Après, c'est la marque et le porteur de projet qui la fait vivre, en fait. Enfin, c'est 2 étapes qui sont complètement différentes. Donc, j'ai jamais été attirée par le fait de monter ma marque. Mais voilà, mon histoire personnelle a fait que. Et donc, cette marque, c'est 2 produits qui sont destinés aux femmes et aux couples en parcours PMA, procréation médicalement assistée. Et en fait, l'idée a germé en octobre 2018. Et 9 mois plus tard, j'ai ouvert la boutique en ligne. Et je suis ma propre cliente, qui est hyper enrichissant aussi, parce que ça me permet de suivre les 2 côtés, en fait, la construction et le faire vivre. Plutôt. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, du coup, ces 2 produits, c'est une affiche arbre à personnaliser. Alors, je dis affiche arbre parce qu'en fait, c'est une affiche qui représente un arbre de vie. Donc, l'arbre de vie est assez connu quand on est dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité.
qui représente en gros un chemin de vie qu'on va personnaliser avec des décalcomanies, comme on avait dans les années 80. Ouais, là, côté régressif. Voilà, donc j'ai retrouvé un fournisseur en France, un fabricant qui m'a fait des décalcomanies comme je voulais, pas avec du contour transparent, pas les faux autocollants là, mais des vraies décalcomanies. Et en fait, cet arbre, tu vas le personnaliser en fonction des étapes de ton parcours PMA. Donc, ce qui fait que tu achètes un arbre de base et que l'arbre, en fonction de chaque femme et chaque couple, va devenir unique parce que chaque élément que tu vas venir apposer dessus a une symbolique que tu lui donnes. Par exemple, tu as l'arbre avec ses racines. Donc les racines vont correspondre à l'étape du couple où il va se poser des questions sur l'envie de concrétiser un projet bébé, d'enfant. Donc il va correspondre au temps qui passe sur cette conception au départ naturelle que tu as avec ton conjoint ou ta partenaire ou ton partenaire. Donc tu viens rajouter des racines à ton arbre. Je me consolide cette idée. Après, tu vas avoir des branches qui vont être liées à l'entrée en parcours PMA. Donc, c'est vrai, quand on n'est pas du tout dedans, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais bon, quand on est dedans, il y a un guide qui accompagne la fiche et bon, c'est des étapes que tout le monde connaît quand on est dedans. Tu as des branches qui vont correspondre aux différents examens médicaux. Tu vas avoir une branche pour les médecines alternatives que tu vas tester parce que tu en testes beaucoup en étant en parcours. Et puis après, tu vas avoir des branches vraiment très concrètes sur les inséminations, la FIV, etc. Avec le nombre d'embryons, le nombre de transferts. Bon, c'est un vocabulaire très spécifique, mais en gros, tu vas pouvoir visualiser ton parcours d'une manière poétique et symbolique, contrairement à un parcours qui est 100% médical. Oui, d'accord. Et en fait, moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, ce côté symbolique et spirituel m'a beaucoup manqué. Il y a rien aujourd'hui sur le marché qui te permet de voir différemment la PMA que par le prisme médical. Donc, j'ai imaginé ça. Et puis, le deuxième produit est un accompagnement méditatif audio qui réunit des techniques de sophrologie, de gestion des émotions, de visualisation, de pleine conscience et qui sont en fait des séances méditatives qui correspondent aux étapes importantes d'un parcours PMA pour t'aider à vivre un peu plus sereinement le parcours. C'est ta voix, du coup, c'est toi qui parles? C'est pas ma voix. Effectivement, pour cet accompagnement, j'ai travaillé avec une sophrothérapeute qui s'appelle Delphine Payerne. Il fallait des compétences de sophro, etc., que moi, je n'avais pas. Par contre, que j'avais identifié comme très bénéfique pour moi. Donc là, c'est pour ça, en fait, je suis un peu, vu que c'est tiré d'une histoire perso, je mélange le besoin, la cible et la clientèle, c'est moi, et en même temps, mes compétences professionnelles qui me permettent justement de professionnaliser l'idée. Et donc, j'ai travaillé avec Delphine. On a beaucoup échangé en amont pour qu'elle connaisse les enjeux derrière cet accompagnement méditatif, en tant que cible, ce que j'en recherche, ce que j'ai besoin d'en avoir derrière en écoutant. Et elle a conçu 13 séances qui sont juste... je suis fan. C'est super. Et en plus, elle a une voix géniale. Parce que c'est vrai que la voix dans la méditation, donc je médite aussi beaucoup à côté avec d'autres techniques, mais la voix est hyper importante. Elle est hyper importante. C'est vrai qu'on accroche plus ou moins avec des styles de voix, la façon dont la voix est posée, la douceur ou pas. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu que des bons retours. Alors bon, j'imagine que les mauvais retours de Marie s'attardent pas. Mais, la voix de Delphine, je lui dirais de m'écouter, est sensationnelle. Et alors, tu l'as lancé quand, Mon arbre de vie ? Et alors, je l'ai lancé. Alors là, pareil, je teste du côté professionnel différentes techniques de com. Donc là, pour l'instant, c'est une marque qui est à 100% Instagram, que j'ai lancé le 5 avril 2019. Alors, je l'ai lancé d'abord sur Instagram. Il y avait le site, mais par contre, tu ne pouvais rien acheter. Pendant 2 mois, en fait, j'ai présenté les produits, j'ai présenté les bienfaits. Voilà, j'ai raconté une partie de mon histoire, pourquoi je faisais ça, etc. J'ai du coup créé une communauté qui aujourd'hui, tu vois, depuis avril, donc c'est quand même assez récent, j'ai plus de 600 followers derrière en partant de zéro. Ah oui, pas mal. J'ai pas du tout mélangé mes réseaux. Voilà, ça se fait petit à petit, mais vu que c'était une histoire personnelle, je suis partie de zéro. Donc 2 mois de teasing sur Instagram pour lancer le 5 juin 2019 la boutique en ligne. Et là, du coup, j'ai démarré par une petite production de mon côté, parce que c'est quand même un peu d'investissement. Mais c'est la première fois que j'avais envie de risquer d'investir de l'argent dans la fabrication de quelque chose pour peut-être que ça ne marche pas. Mais voilà, c'était plus fort l'envie de tester et de mettre de l'argent et de me dire, si je mets pas un petit peu,
ça pourra pas marcher. Quand tu fais ça, c'est vrai qu'il faut avoir des convictions très fortes. C'est la première fois que je ressentais ça et pourtant j'en ai fait des projets, mais donc j'ai fait une petite production quand même au départ et puis et donc j'ai fait ce lancement et effectivement le teasing a très bien marché. J'ai vendu en même pas 2 semaines, je crois, un tiers de la production. Ouais, Très bon point de départ, très encourageant. À partir de septembre, je vais reprendre de plus belle. Et puis, je t'en parlais aussi tout à l'heure. Il y a notamment en septembre une actualité PMA qui va arriver, qui a déjà commencé à intégrer les médias, mais qui va être d'autant plus d'actualité en septembre parce que c'est le début de la commission du projet de loi bioéthique qui démarre en septembre. Notamment l'ouverture de la PMA pour toutes et pour les femmes seules. Et donc, toutes les questions liées aux dons de sperme, aux dons d'ovocytes et à la congélation des ovocytes, qui est quand même une question, même quand par rapport à la femme, par rapport à la vie professionnelle, par rapport au fait qu'on fasse des enfants plus tard. Ouais. Qui sont des questions qui sont très importantes. Donc, tout ça est déterminé et déterminant en septembre. Si c'est un sujet qui vous a pas encore marqué, prenez le temps peut-être de vous y intéresser parce que c'est l'avenir de toutes les femmes et puis aussi peut-être d'amis qui sont autour de vous et dont on ne sait pas forcément toujours les parcours personnels. Ouais, et puis il y a plein de raisons qui peuvent amener à la PMA après. Enfin, il y a aussi la maladie. Ouais, tout à fait. Avant d'être concernée, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais justement, je trouve que c'est pour ça que j'ai envie, le chemin se fait petit à petit. Du coup, tu l'as vu, au début, j'étais pas hyper prête à en parler. Maintenant, je suis plus prête parce que c'est un enjeu fondamental pour les femmes, en fait. Et même dans notre éducation, en fait, on nous parle pas du fait qu'on peut avoir des difficultés pour concevoir, qu'un enfant, ça se fait pas en claquant des doigts. Enfin, toutes ces questions, en tout cas, moi, je les ai jamais abordées. Effectivement, on en parle assez peu, quoi. Puis c'est un petit peu tabou. Enfin, c'est pas des sujets tabous. Ouais, c'est des sujets qui sont difficiles, en fait. Il y a toujours plein de chemins différents. On nous formate à une idée de chemin, mais en fait, quand on y réfléchit, et du coup, moi, ça m'a poussée à faire plein de développement personnel, ce qui, du coup, retranscrit aussi dans mon métier. Mais il y a des chemins, il n'y a pas un chemin. Et en fait, c'est à chacun d'écrire son chemin, de pas être malheureux parce que on s'imaginait un chemin et en fait on l'a pas et du coup ça nous rend triste, incapable de faire certaines choses alors qu'en fait si on ouvre notre état d'esprit et qu'on se dit mais en fait il y a plein de manières de faire et plein de manières possibles en fonction d'un contexte, en fait on n'est pas malheureux. Parce qu'en fait, il y a plein de choix, il y a plein de voies qui peuvent nous correspondre et c'est à nous aussi de transformer notre réalité, quoi, pour qu'elle corresponde au plus à nos aspirations, quoi. Tout comme les échecs dans le milieu professionnel, pour moi, il n'y a pas d'échec, en fait. Il y a que des étapes. Tu vas en tirer des leçons. Même leçons, je trouve que c'est... c'est tirer des enseignements. Voilà, tu as une expérience qui peut être un peu des fois difficile, mais tu as toujours quelque chose à y apprendre et qui va te faire grandir. C'est ça. Et puis, on est quand même des êtres humains qui ont la capacité à rebondir, je trouve, assez exceptionnelle. La retranscription sur mon arbre pour la vie, c'est exactement ça. En fait, c'est qu'une femme va être focalisée sur son envie et son désir d'enfant, donc ce qui la fait souffrir quand ça n'arrive pas. Donc, ça peut être la même chose avec un professionnel qui est focalisé sur son désir d'atteindre une entreprise qui fait, je sais pas combien de milliers de chiffres d'affaires, qui n'y arrive pas, donc malheureux. Alors qu'en fait, tout le long du chemin, là je suis en train de tracer une ligne devant moi, t'as des choses qui peuvent t'amener différemment et qui sont tout aussi riches sur le chemin que d'arriver au résultat et de se focaliser sur le résultat en fait. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça qui moi m'importait aussi dans mon arbre pour la vie, c'est de se rendre compte de ce chemin de vie. Et en fait cette idée, aujourd'hui elle est retranscrite pour la PMA, mais je me suis dit, quand même avec un peu d'ambition, que si ça marchait, en fait, cet arbre-là, tu peux le retranscrire à plein de choses de la vie. Et en fait, parce que c'est la symbolique de l'avancée. C'est un chemin, quoi, en fait, que tu vas matérialiser. C'est ça. Donc voilà, donc c'est le projet sur lequel je suis depuis plusieurs mois et et puis je vais m'accrocher pour faire entendre la parole de la PMA et parce que pareil, même si l'actualité de septembre elle est importante, moi je la ressens aussi. On parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de lois. Alors c'est normal et il faut, mais en fait on oublie tout le côté émotionnel. Tout le côté humain, et ça c'est hyper important pour moi, la bienveillance. Les gens fonctionnent sur des acquis, sur des a priori, et c'est normal, chacun sa vie, mais c'est pour ça que j'ai envie vachement d'en parler
à partir de septembre et que moi, mon chemin aussi s'est fait pour en parler, c'est que c'est hyper important. Bah, bravo, c'est vraiment un beau projet, quoi, de remettre de l'humanité, de la bienveillance dans des parcours comme ça qui sont difficiles et trop médicalisés, effectivement, et on perd de vue le côté humain, quoi. Ouais. Donc, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. En tout cas, je mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast pour celles qui seraient intéressées. Tu as plein de projets intéressants. J'imagine que tu as dû faire des rencontres marquantes, parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, rencontrer pas mal de gens. Est-ce que tu en as une en particulier à laquelle tu penses ? Alors, la première, c'est Vanessa Husso, qui est fondatrice du Grand Cirque, qui est créatrice de papier peint repositionnables. En fait, on s'est rencontrés à Aix-en-Provence parce que j'y ai vécu et c'est comme ça aussi nous qu'on s'est rencontrés pendant 2 ans. Ouais. Vanessa cherchait une colocataire de bureau. Moi, à l'époque, je me posais des questions sur la manière dont j'allais travailler dans l'appartement. Est-ce que je prenais un bureau indépendant, une pièce dans la maison, voilà. Donc j'ai été la rencontrer. Bon, j'ai pas pris le bureau, mais par contre, on s'est hyper bien entendu dès le début. Je sais pas ce qui s'est passé, un feeling amical mais aussi professionnel. En fait, on avait envie dès le début de travailler ensemble, mais on savait pas comment. Parce qu'elle avait sa marque. Bon, c'est vrai que moi j'avais mon bureau de création. Alors, on aurait pu se dire j'aurais pu être prestataire de service, mais Vanessa fait ses motifs de papier peint. Okay. Donc, on voulait travailler ensemble, mais on savait pas comment. Donc, on a testé plein de choses différentes. Notamment un premier projet d'aménagement de resto, qui n'a pas fonctionné. Et puis, en fait, on se voyait tout le temps en disant à chaque fois avec des idées. Enfin voilà, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Très inspiré. Voilà. Et puis un jour, on a eu l'idée de créer un réseau professionnel. Réseau pro qu'on ne trouvait pas dans la région. Alors, il y en a énormément, effectivement, en PACA, mais il n'y en avait aucun qui correspondait à nous, notre manière de voir les choses. C'est-à-dire angle art de vivre, donc avec une sélection dans les métiers, parce que souvent, les réseaux pros sont globaux, tout type de prestations confondues. Alors, non pas que les gens ne sont pas intéressants, mais c'est vrai que, en avoir testé, quand tu te retrouves être la seule designer au milieu de plombier, avocat, vendeur d'éoliennes. C'est un peu le grand écart, quoi. Tu peux apporter des choses. Mais là, t'as que l'angle, je te vends une prestation. Mais en fait, on avait besoin aussi, au-delà de vendre une prestation, d'avoir de l'enrichissement mutuel des métiers les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit de rassembler des métiers, une créatrice de parfum, une marque de mode, de la bougie, quelqu'un qui gère un lieu de vie, restaurant, tout ça, on peut s'apporter, au-delà de la prestation et de la vente, des choses, quoi. Donc, on a créé le Rendez-vous des Arts de Vivre, qui a duré presque 3 ans à Aix-en-Provence. On a rassemblé plus d'une 50aine d'entrepreneurs. C'était hyper enrichissant. Enfin, ouais, on a adoré cette expérience, mais même on l'a adoré entre nous deux, pour se tester et expérimenter toutes les deux des manières d'aller vers les gens, de stimuler la création, de booster un entrepreneur, etc. Et puis après, j'ai déménagé, donc le réseau s'est arrêté. Ah mince, vous n'avez pas donné suite? Enfin, toi, tu n'as pas pu revenir un peu sur Aix de temps en temps? Alors, je l'ai fait pendant 1 an, revenir exprès pour le réseau, et puis pour maintenir les liens avec les entrepreneurs qu'on avait rassemblés et fédérés. Mais c'est compliqué. Voilà, c'était pas viable. Et puis, en fait, on avait peut-être fait le tour. C'était un projet qui était non lucratif, évidemment. Ouais. Et du coup, on avait fait le tour. Je pense que s'il avait fallu continuer, il aurait fallu qu'on trouve un modèle économique qui nous aurait permis de continuer à être motivés. Alors, non pas que seulement l'argent te motive, mais il y a quand même des limites. Oui, vu l'investissement en plus donné pour animer un réseau, effectivement, il faut quand même un retour sur investissement, enfin un revenu. Voilà. C'est compliqué quand même. Donc, de fil en aiguille. Et puis, moi, j'ai eu mon projet d'arbre pour la vie. Il y a des moments où tu dois mettre des priorités dans tes convictions, justement. Donc, donc ça s'est arrêté. Pareil, sans regret, riche de plein de rencontres. Et puis, peut-être que ça reviendra un jour, mais différemment. Et puis la deuxième rencontre, mais du coup je rebondis sur Amandine que tu avais déjà interviewée, c'est effectivement Amandine, qui est une rencontre professionnelle qui m'a permis de m'ouvrir sur une autre partie du métier que je pratiquais, mais différemment. En fait, la stratégie de marque. Ouais. Moi, c'est de la stratégie créative, mais Amandine, elle est vraiment sur la stratégie
marketing. Le positionnement identitaire des entreprises, des marques. C'est ça. Et en fait, nos deux compétences ensemble, c'est génial. Moi, je trouve ça génial pour le client. C'est hyper profond. Et avec Amandine, j'ai appris à concilier ces deux expertises pour les proposer à mes clients. Donc, très belle rencontre. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que du coup, ça apporte encore une autre dimension à tes projets. Toi, tu es plus sur le côté alors très créatif, stratégique aussi, mais du coup, ça donne encore plus de profondeur, c'est un pilier en plus en fait. Enfin, à la limite, je parlais tout à l'heure de fabriquer les fondations d'une marque. Sans cette partie-là, il te manque une fondation. Alors, tu peux fonctionner, mais à un moment, c'est bancal. En fait, c'est vite limité parce que le socle n'est pas assez solide. C'est ça. Et donc, alors après, tu peux le faire avec le temps. On n'est pas obligé de mettre les 4 socles en même temps. mais du coup, maintenant, je m'attache toujours à vendre à mes clients le fait que c'est hyper important. Alors après, il faut s'adapter au budget aussi du client. Oui. Mais quand il peut, on fonce quoi. Et puis, il y a une certaine pédagogie à faire parce que, je veux dire, les clients comprennent pas forcément l'importance, justement, de bien travailler les valeurs de sa marque, les messages en amont avant de se lancer et qu'après, du coup, ça va découler une communication qui va être beaucoup plus fluide, quoi. C'est pas forcément toujours facile à comprendre pour tous les gens. Ouais. Mais ça, je m'étais déjà entraînée parce que moi, dans mon métier, la direction artistique, on la comprend pas non plus. On va me cataloguer, entre guillemets, comme graphiste ou alors styliste ou designer, qui sont des métiers assez concrets. Produits, logos, etc. Mais en fait, je me suis toujours attachée à vendre de la vraie direction artistique qui pourrait être détachée en fait de la partie créative logo. D'accord. Ou image, ou site internet, ou produit. Et en fait, je dis d'abord, avant de faire un logo, avant de faire concrètement ce qui va intéresser le client, parce qu'il a un truc concret entre les mains, il faut se poser des questions créatives. Les inspirations, pourquoi telle couleur, le message qu'on a envie de retranscrire, l'adaptation d'un style et d'une forme, pourquoi on fait ça en fait. Le fait de m'être entraînée à vendre cette direction artistique fait qu'aujourd'hui, si je veux vendre la partie stratégie de marque d'un planeur stratégique tel que Amandine, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est complètement cohérent donc avec la démarche que tu avais déjà initiée. Ouais, voilà. Et alors, du coup, là, t'as plein de projets, t'as plein d'idées, t'as l'air très inspirée. Comment tu fais pour trouver toute cette motivation? Où est-ce que tu puisses ton énergie au quotidien et où est-ce que tu trouves l'inspiration? Partout. L'inspiration, ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans les études créatives. En fait, c'est une ouverture totale au monde et à ce qui nous entoure. J'ai un projet, je dis n'importe quoi, un projet de montre. Je vais pas me focaliser sur les montres. En fait, c'est ce qui se passe vraiment autour de nous qui est vecteur et qui est d'inspiration et de création. Et en fait, je peux très bien aller voir une expo, je sais pas moi, sur la guerre de je ne sais quelle époque, ou le musée des armées, par exemple, pour m'inspirer pour un projet de montre. Mais en fait, c'est d'être ouvert en permanence à ce qui se passe. Et croiser des univers différents pour créer quelque chose de nouveau, alors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je dis aux gens que je rencontre, c'est juste d'être ouvert. Voilà, une ouverture d'esprit à tout ce qui nous entoure. Ouais. Et là, notamment, j'ai une cliente là, on va démarrer à la rentrée pour des écharpes de portage pour enfants. Elle fait appel à moi parce que la partie créative lui manque. Et en fait, je lui ai dit, mais d'ores et déjà, en fait, moi, je l'ai poussée à stimuler sa sensibilité, son goût. Je lui ai donné un exercice tout simple. Je lui ai dit, t'as des enfants, t'as plein de livres pour tes enfants, j'imagine. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, dans les différents livres, de te dire, il y a ce livre qui m'attire plus qu'un autre? Parce que le type d'illustration, parce que la manière dont c'est écrit, parce que les couleurs. Mais ça, c'est un exercice à faire. Conscientiser un petit peu ce qui t'attire et pourquoi ça t'attire. Ouais, c'est ça. Tout peut être source d'inspiration. Est-ce que tu as une petite phrase ou un leitmotiv qui t'encourage au quotidien à poursuivre ton entreprise? Alors, c'est pas forcément des citations, mais c'est des choses que moi je me dis, qui sont des trucs assez courts. N'oublie pas de t'écouter et d'écouter. C'est hyper important. Sois ouverte d'esprit, flexible et bienveillante envers les autres et toi-même. Ouais. Parce que ça, c'est toujours difficile aussi. Ne t'enferme jamais dans un schéma et sois là pour apprendre en permanence. Et rien n'est jamais définitif. Fais-toi confiance et fais confiance à la vie. Donc en fait, ça tourne vraiment autour de cette ouverture justement où jamais avoir de croyances limitantes et puis être ouvert et en éveil, ça peut arriver quoi. Tu résumes parfaitement bien. Mais ouais, et du coup, c'est vachement lié au développement personnel aussi. Je trouve l'entrepreneuriat, alors peut-être avec une conscience encore plus profonde aujourd'hui parce que le temps fait que,
Mais sans ce développement personnel, sans ce questionnement sur soi, enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Ou alors, est-ce qu'on en vient forcément? À partir du moment où on est entrepreneur, on en vient forcément là, je sais pas. Tout est ouvert. Donc, en fait, il faut choisir et pour faire des choix, il faut être proche de ses convictions. Donc, on doit s'interroger sur soi. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire aussi? Quelqu'un qui a envie de créer sa boîte, pour moi, ça doit pas être par défaut. Ça doit pas être parce que j'ai quitté mon boulot ou je me suis fait licencier ou quoi. Je trouve pas de boulot. Bon, bah allez, je vais me mettre indépendante et je vais me mettre freelance. Ça, pour moi, c'est compliqué s'il y a que ça, en fait. Si c'est nourri par effectivement une conviction plus profonde et où justement le fait de ne plus avoir son boulot, on apprend à s'écouter et on se dit mais en fait c'est un truc que j'ai vraiment envie de tester et qui peut correspondre à une manière dont j'ai envie de faire mon métier et d'équilibrer, là ça peut marcher. Mais s'il y a que le par défaut, je pense que c'est compliqué. Quand tu donnes de ta personne et que tu as vraiment envie que ton entreprise te corresponde, il faut une implication, il faut un investissement et c'est comme ça que ça devient une belle aventure aussi. Et c'est vrai que du coup, en plus en se lançant comme ça, on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est facile. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, tous les entrepreneurs le disent. Hein. Mais c'est pas facile. C'est génial. C'est une super aventure. Je ne peux que dire que, en tout cas, moi, c'est en harmonie avec ce que je voulais. Mais c'est pas facile tous les jours non plus. Parce que ce questionnement, c'est fatigant, quoi. Hein, aussi, des fois. C'est un peu fatigant, c'est vrai. À un moment, t'as envie de mettre pause, quoi. Oui, voilà, appuyer sur le petit bouton et dire bon allez, je pense plus à rien, je me repose. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu t'es lancé, t'as l'impression que ton cerveau est câblé pour ne penser qu'à ça et pour faire avancer ton entreprise, tes projets. D'un côté, c'est hyper stimulant et parfois c'est fatigant. Ouais, c'est ça. Et pour l'entourage aussi. Hein. Des fois, moi, je me dis, petit chéri, c'est lui qui aimerait bien mettre pause. Mais en même temps, c'est moteur, quoi. Ouais. Enfin voilà, alors bah oui, il y a des trucs, des fois c'est des idées balancées en l'air et puis ça aboutit à rien, tu te prends un gros mur, c'est bidon, enfin n'importe quoi, enfin bidon c'est même le jugement, mais en fait c'est ça qui effectivement t'amène un jour à ok, là je suis prête quoi. Bah, super conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux femmes qui, comme toi, voudraient créer leur entreprise dans un secteur créatif Oui, des conseils pour des femmes qui voudraient créer leur entreprise, j'en ai. Après, ça reste mon expérience et c'est effectivement à moduler en fonction de chacune. Mais c'est de se dire que par contre, il y a qu'en faisant qu'on peut savoir. Si effectivement c'est une envie, un questionnement, bah faut y aller. Enfin, faut tenter. En tout cas, faut pas essayer d'anticiper sur d'éventuels échecs, réussites ou je ne sais quoi. Tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas. D'expérimenter et bah là j'en reviens aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas oublier qu'on a une capacité à rebondir qui est quand même juste incroyable. Donc quoi qu'il arrive, je suis persuadée que si on a de la conviction, de la détermination, on rebondit. Et pareil, moi c'est ça aussi peut-être qui m'a alors pas sauvée mais rassurée, c'est que je me suis toujours dit depuis 2010 si ça ne marche pas, mais c'est pas si ça marche pas si je fais pas de chiffre d'affaires, c'est si ça ne marche pas comme je l'envisage. Que ça marche dans la méthode de travail, dans la collaboration, etc., ben, je retrouverai un travail. Et puis, ça peut être un travail alimentaire. Hein. Enfin, s'il faut, je veux dire, absolument, si l'enjeu du moment, il est de ramener un peu d'argent, ben, je trouve un travail alimentaire et puis après, je réfléchis et je fais autre chose. Mais ça, on est capable de le faire. Enfin, et oui, voilà. Si ça marche pas, c'est pas la fin de tout, quoi. Ouais. Parce que s'il y a un moment, t'en as besoin pour le financier, tu le fais. Et justement, c'est nourrissant parce que ça va te permettre d'atteindre peut-être un autre objectif qui est de monter un projet X ou Y. Pas de barrière, enfin, tout est possible, quoi. Tout est possible. On a une capacité de résilience, comme tu dis, où en fait, on est toutes capables de rebondir, quoi. Enfin, de trouver des solutions, des alternatives. Ouais, et de pas avoir peur aussi, parce que ça, la peur, bah pareil, c'est encore une autre barrière limitante. Hein. En fait, en soi, on peut avoir peur de tout. Peur de pas avoir assez d'argent, peur de perdre sa maison. Mais d'ailleurs, pour rejoindre les sources d'inspiration, il y a un podcast, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Balance ta peur d'Angelo Follet, ouais. Et en fait qui décrypte un petit peu des peurs. Alors ça concerne tous les domaines, hein, pas que l'entrepreneuriat, mais tous les domaines de la vie, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et donc, et voilà, la peur d'être seule, la peur de ne pas y arriver. Enfin, toutes ces peurs, c'est pareil. Je pense qu'il faut réussir à les surmonter.
À les comprendre, les apprivoiser. Pas les effacer parce que c'est normal, on est des humains, on a des peurs. Mais par contre, forcément, s'il y a des peurs, il y a aussi des côtés rassurants de l'autre côté. Donc, c'est de trouver le bon équilibre en tout ça. Donc, de pas se fier que à ses peurs parce que quand on passe cette peur, il peut y avoir des choses magnifiques. Et puis, le dernier conseil, alors là, c'est peut-être plus pour celles qui... Enfin non, quoique c'est aussi pour celles qui veulent créer. Mais c'est de pas avoir peur de partager et de parler de son idée. Et ça, je le vois énormément, notamment... alors, je l'ai vu, pas énormément, non, c'est pas vrai. Mais des porteurs de projets. Donc, ils viennent me voir parce que je suis là pour les accompagner. Mais en fait, ils ont peur de te dire l'intégralité de leur projet. Parce que, encore, tu as peur. Hein. La peur de se faire piquer l'idée, la peur... c'est surtout ça d'ailleurs, la peur de se faire piquer l'idée ou la peur que, du coup, si tu avais trouvé un truc qui te démarque, l'autre personne se prenne ce truc-là. Mais en fait, moi, je leur dis, mais déjà, tu viens vers moi avec une idée de créer un magazine qui concerne, je sais pas moi, les plantes, n'importe quoi. Ça veut dire que moi, pour que je te pique l'idée, il faudrait que j'ai les mêmes convictions que toi, que j'ai la même détermination pour faire ce projet-là maintenant. Donc toi, ça se trouve, ça fait déjà des mois que tu y réfléchis, que tu imagines le truc. Comment déjà tu veux que je te rattrape dans cette réflexion ? C'est pas en claquant des doigts que je vais sortir le magazine sur les plantes que tu as imaginé. Enfin voilà, je me rends compte que des fois les gens ont peur de dévoiler leur idée, alors qu'en fait, encore une fois, il y a que dans le partage que tu vas enrichir. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis même si une personne reprend une idée, elle le fera différemment de toute façon. Et en plus. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui n'est pas à court d'idées. L'exclusivité totale de quelque chose, elle est quand même hyper rare. Donc tout est dans la manière de faire en fait. Ça, c'est vraiment une peur que je vois dans l'entrepreneur du début, qui est pas viable à long terme. Il y a tellement d'enrichissement, au contraire, à partager et peut-être même à se rendre compte que c'était pas la bonne idée. Et du coup, à pas avancer dans le vent. C'est sûr, parce que ça permet aussi de le confronter, d'avoir un miroir en face qui te confirme ou pas ton idée. Et puis, des fois, tu peux aussi trouver des gens qui trouvent ça génial et qui ont envie de t'accompagner, de t'aider. Ouais, tu peux trouver peut-être le collaborateur de ta vie. Et oui, pas passer à côté. Ouais. Au contraire, le partage, quoi. Le partage. C'est vrai que c'est beaucoup plus riche, quoi. Et puis, ça permet de muscler l'idée en discutant, quoi. Alors, dernière question, est-ce que pour toi, l'image de la cascadeuse évoque des choses par rapport à l'entrepreneuriat ? Est-ce que ça t'inspire ? Ah oui, carrément. Alors, du coup, pour moi, la cascadeuse, c'est celle qui fonce, mais pas tête baissée. C'est celle qui avance, c'est celle qui en veut et qui n'a pas peur du risque, celle qui n'a pas le vertige face au vide. Parce qu'effectivement, se lancer, je pense, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est un peu un vide. La première fois, on peut tous y arriver si on n'a pas peur et si on a envie d'avancer. C'est aussi ça. Alors, je disais fonce et puis pas à tête baissée, mais parce que pour moi, la cascadeuse, c'est aussi celle qui prépare son chemin, qui a repéré ses prises et qui sait se rattraper parce qu'elle a observé ce qu'elle allait faire comme cascade ou son environnement. C'est quand même pas d'anticiper, mais d'analyser en fait la prise de risque, de se poser les questions sur là, ma priorité, c'est ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour l'entreprise, pour les autres ? Et puis ça va changer au fur et à mesure. Mais la cascadeuse, elle est professionnelle. Hein. Elle fait pas sa cascade... Les yeux fermés, quoi. Ouais, elle fait pas sa cascade comme ça, quoi. Elle se prépare. Avant qu'on la voie, nous, à la télé ou quoi, elle en a eu des chutes, je pense. En fait, elle a pas peur de tomber. Parce qu'elle sait qu'elle a un petit filet de sécurité derrière. Alors, elle se le construit, son filet de sécurité. Donc, elle va tomber, c'est sûr, mais elle va refaire, elle va persévérer et puis elle va y arriver. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions et bravo pour tes projets. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Aurélie dans le descriptif de l'épisode. Avec le code promo Les Cascadeuses, en majuscule et sans espace, Aurélie propose également aux auditrices une réduction de 10% sur le coffret Mon arbre pour la vie PMA à utiliser sur son site internet. Si vous aimez le podcast des Cascadeuses et souhaitez intervenir, je serais ravie d'avoir vos retours, suggestions et conseils sur le site internet lescascadeuses.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous permettre d'échanger sur vos expériences, vos difficultés, mais aussi les belles réussites qui vous encouragent chaque jour dans vos projets.